Non, mais franchement, ce qu'ils nous ont fait avec les escargophones, c'est génial dans cette série. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 du live action de One Piece qui a été fait du coup sur Netflix. Cet épisode va donc adapter les chapitres du manga du 43 au 52. Ça devient, c'est quand même assez compliqué hein, toujours d'essayer de situer, mais j'essaye de vous faire une tranche puisque bah forcément avec les libertés scénaristiques qu'il y a, on a du mal à situer, mais comme l'épisode se finit par le serment de Zoro qui se passe du coup au chapitre 52, et bah forcément on va le situer dans ces eaux-là, sachant que le début du chapitre, normalement il ne devrait pas y avoir Garp, mais en gros le début du chapitre c'est quand ils arrivent au Baratie tout simplement, donc le chapitre 43. Donc comme d'habitude, ces reviews sont particulières, je ne vais pas faire de court résumé du de l'épisode comme d'habitude, mais je vais tout simplement et vous dire bah, et m'énumérer selon moi qu'est-ce que j'ai trouvé de positif et négatif dans cet épisode et bah, qu'est-ce que j'ai kiffé tout simplement et en quoi cela bah, est positif dans l'adaptation pour le grand public et ceux qui ont lu One Piece et en quoi bah, ça pourrait poser des problèmes par la suite. Bon, je vais commencer comme d'hab par le logo du coup qui représente, qui est assez drôle je trouve, donc qui et quand ils arrivent dans le brouillard là, il y a le logo et qui représente bien le Baratie, donc la tête de proue du Baratie et tout et qui montre, bah, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode-là et j'ai trouvé ça, bah, hyper cool, là, le logo, contrairement à l'épisode d'avant où on avait mis Zoro et où j'étais là, que c'était un peu hors contexte pour moi, que c'était un peu posé là parce qu'il fallait le poser là. Là, je trouve que bah, c'est bien situé, c'est nickel et en plus de ça, je vais rebondir du coup là-dessus et ainsi de suite. On a eu la poursuite de Garp qu'on devrait avoir qu'à Water 7 normalement et bah, là, on l'a eu et le fait qu'il s'échappe dans le brouillard et que par la suite, dans le brouillard, bah, on voit, bah, le Baratie, approcher, enfin apparaître, je veux dire. Franchement, c'était, bah, une très bonne idée. C'est un moyen d'introduire le Baratie, sans qu'il arrive, tête d'un coup. Ça permet d'éviter, d'avoir une course-poursuite qui normalement il y a un coup de burst du coup du Sony, mais là ils ont pas le Sony. Ça permet du coup, bah, de couper la course-poursuite entre Garp, et Luffy et franchement je trouve ça, bah, hyper bien pensé. Franchement, c'est cool qu'ils aient fait ça. Ensuite, je suis super content, bah, du coup qu'ils aient continué cette relation, la construction de cette relation entre Luffy et Garp. Du coup, ils avaient introduit cette relation en tant que, bah, Garp, le grand-père de Luffy et bah, forcément il faut essayer de poursuivre cette relation et on voit du coup bah, l'intrigue qu'a, enfin pas l'intrigue, je veux dire le contraste qu'a Garp entre bah, je dois m'occuper de mon petit-fils et c'est mon petit-fils et le fait qu'il soit bah, un vice-amiral de la marine et il doit arrêter les pirates. Et je trouve que bah, qu'ils approfondissent cette relation via le flashback de Luffy et de Garp et qui bah, du coup qui est la suite de cette course-poursuite. Franchement, je trouve ça hyper cool. C'est un flashback du coup là qui, contrairement à celui de Zoro qui était certes bien fait le flashback, mais qui pour moi n'était pas, qui était là juste histoire de le mettre parce qu'il faut le mettre à un bon endroit. Là, je trouve que le flashback bah, vient intensifier cette relation et c'est vraiment cool. Et tant qu'on est dans les trucs cool, on a le Gomu Gomu no du coup Balloon qui a été introduit et franchement bah, je trouve ça hyper bien qu'il ait introduit de cette façon. C'est une façon logique de montrer une des techniques de Luffy très facilement et franchement bah, c'est hyper cool. Bon, comme parlé avant l'intro, l'escargophone au parleur. Je suis désolé, mais les escargophones, ils ont fait une dinguerie avec ça. Que ce soit les escargophones classiques, les escargophones écouteurs, et là maintenant l'escargophone au parleur, franchement, j'adore ce qu'ils ont fait avec les escargophones. Ils ont vraiment essayé de développer bah, ce système et du coup d'intégrer bah, ce moyen de communication qu'il y a dans One Piece au sein du live action et de façon logique et adapté du coup à ce qu'on pourrait retrouver du coup dans notre vie réelle. On a les haut-parleurs, on a les écouteurs, on a les casques et ainsi de suite, on a les... Bah, maintenant c'est les téléphones portables. Et franchement, je trouve ça hyper bien, ils l'ont hyper bien adapté et, et j'ai trouvé ça franchement cool. Bon, puisqu'on est sur l'arc du Baratie, comment ne pas parler de ce Baratie? Franchement, le décor il est hyper bien fait, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur du Baratie, il a vraiment été reproduit de façon à ce qu'il soit bah, ressemblant au manga, mais à la fois qu'on ait l'impression que bah, ce serait possible
dans notre monde à nous, qu'un bateau comme ça existe et franchement, je trouve ça, super cool. Le décor est vraiment réussi, ils ont fait un taf monumental là-dessus, franchement j'applaudis et du coup, comment parler du Bharati, mais sans parler de Zeph, mais surtout de Sanji. Sanji a été hyper bien introduit, je trouve, dans le live action avec, un idéal qu'a Sanji et qui a été hyper bien respecté, c'est-à-dire que Sanji déteste qu'on gâche la nourriture. On le verra par la suite de l'épisode quand vous le regarderez. Mais on sait que Sanji connaît l'importance de la nourriture, connaît l'importance du fait il ne faut pas laisser quelqu'un mourir de faim. Et l'introduire avec une bagarre où il se base sur le fait de pas gâcher la nourriture et de faire quelque chose avec, je trouve que c'est hyper cool de l'avoir introduit de cette façon, puisque c'est son idéal, franchement, de rien gâcher du tout et on peut tout utiliser pour faire de la bouffe. Et franchement, j'adore. Le caractère de Sanji, du coup, a été respecté. Franchement, ils auraient pas pu faire utiliser un meilleur acteur. Et en plus, il est hyper impliqué. Je sais pas si vous le savez, mais que ce soit sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, il a communiqué sur le fait que il s'est entraîné au taekwondo. Il a même une ceinture noire, si je dis pas de bêtises. Il s'est entraîné à la cuisine et tout. Et ça se ressent dans son jeu d'acteur. Il est vraiment bon. On a vraiment l'impression d'avoir Sanji, tout simplement Sanji. La relation entre Sanji et Zeph, du coup, est aussi hyper bien respectée avec un Zeph qu'on voit au début au manga qui était très colérique envers Sanji et qui le critiquait tout le temps en fait. Et un Sanji qui est en train de toujours se prendre le chou avec Zeph, mais qui malgré tout reste loyal à lui. Et cette relation a été hyper bien amenée et tout. On voit par la suite de l'épisode et même l'épisode d'après, si je dis pas le bêtise, pourquoi du coup ils ont cette relation assez compliquée et pourquoi Sanji est tiraillé dans le fait d'être dans un boulot de merde, ce qu'il appelle de boulot de merde avec une ambiance de merde parce que Zeph lui amène cette ambiance de merde et du coup le fait de forcément vouloir l'aider parce que il lui a sauvé la vie. Euh, mais en tout cas, franchement, j'ai vraiment aimé. Je sais pas quoi dire d'autre comme mot, franchement, cette relation, les caractères des personnages et tout a été hyper bien respecté. Et l'autre à gros bras là qui est dans le Bharati, le fait qu'on l'ait un peu, mais qu'il soit pas trop impliqué, franchement, il est certes un peu plus impliqué dans le manga, mais ça dérange pas du tout qu'on le voit pas des masses en fait, parce que en soi c'est juste un cuistot parmi tant d'autres au sein du Bharati, et qu'il soit là ou pas. Franchement, ça dérange pas. Maintenant, parlons d'un autre GOAT. J'adore Baggy, hein, mais il y en a un, tout le monde peut pas dire le contraire. Mihawk. L'introduction de Mihawk dans ce live action a été une réussite totale. Meilleure que dans le manga, même, j'ose le dire pour moi. Son introduction est meilleure que dans le manga, c'est-à-dire qu'on voit Mihawk qui est introduit au sein d'une bataille. On voit tout de suite sa puissance, puisque il y a des boulets de canon qui lui arrivent et des explosions de partout et tout, et lui il est là au calme en train de discuter avec le vice-amiral Garp. Le fait du coup que Garp l'appelle, ça montre aussi, du coup on comprend direct le personnage de Mihawk, c'est-à-dire que Mihawk est, est ce qu'on appelle un grand corsaire, et du coup est à la botte de la marine. Donc le fait que Garp l'appelle pour qu'il vienne en renfort, on sait que du coup direct on voit cette relation de il y a un pirate qui est à la botte de la marine. Le deuxième fait qu'on voit qu'il a il a une identité particulière, et ce qui fait que ça ne perd pas le public qui ne le connaît pas, donc ceux qui ne regardent que le live action, c'est le fait qu'il ait sa prime et qu'on voit que sur sa prime, du coup, il n'y a pas de prime en fait. Il y a l'avis de recherche, mais sans prime. Parce que forcément, ça lui a amené l'immunité d'être pour la marine. Donc cet appel entre Garp et Mihawk, je trouve que ça a c'est une hyper bonne idée, une bonne introduction pour permettre de comprendre qui est le personnage de Mihawk et ne pas perdre le grand public. Et d'autant plus, on voit du coup la puissance de Mihawk et ainsi de suite, et on le reconnaît même nous qui avons lu le manga, et c'est une introduction complètement différente. Ça permet de reconnaître la puissance de Mihawk, parce qu'avec les explosions de partout, les boulets de canon qui lui arrivent, on voit que le gars il s'en fiche, il combat, il est au téléphone avec sûrement un escargophone en mode écouteur. Et franchement, on ressent la puissance de Mihawk, et s'ajoute à ça, et on était obligé de la voir parce qu'on l'a eu dans le manga aussi, et ça montre vraiment la grande puissance de Mihawk, et on comprend pourquoi c'est le plus grand sabreur du monde, comme on nous le dit par la suite de l'épisode.
C'est le fait que, bah, il coupe à distance, un bateau en 2, au calme, il fait ça et franchement, bah, ça vient ajouter un encore plus, on voyait qu'il pesait dans le game, qu'il était au milieu d'une bataille, il gérait tranquillou et le fait qu'il combat, et qu'il coupe un bateau en 2, bah, ça montre, la grandeur de Mihawk et franchement, ils ont hyper bien réussi cette introduction et elle est plus logique, je trouve, que, dans le manga où il arrive de nulle part en soi, et en plus de ça, bah, le fait qu'on n'ait pas du coup Don Krieg, qui est là, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, de toute façon, pas très important, mais voilà, on a, le fait on le voit combattre Don Krieg, comme ça nous était dit dans le manga, en fait, c'est une scène qui nous a été expliquée dans le manga, mais qu'on n'a pas vu. Le fait qu'il ait détruit toute, l'armée de Don Krieg et qui avait des milliers de bateaux et ainsi de suite et qui voulait s'aventurer sur Grand Line. Franchement, bah, je trouve que c'est plus logique de l'introduire comme ça. Il arrive pas de nulle part, on sait qui il est, on voit sa puissance et c'est tout ce qu'il nous apporte. Et Don Krieg en soi a pas tant d'importance dans cet arc du Baratie. Tout ce qu'on retient souvent quand on regarde l'animé ou on lit le manga de l'arc Baratie, c'est le fait qu'il y ait Sanji, c'est bah, du coup la relation Sanji et Zeph, et surtout c'est le combat entre Mihawk et Zoro. On en parlera du coup par la suite et c'est bah, c'est les 3 aspects qu'on retient dans le Krieg en soi. Oui, on sait qu'il y a Don Krieg, mais est-ce qu'il a tellement d'importance? Non, et franchement, je suis content qu'il ait zappé au sein de cet épisode. En plus de ça, bah, cet aspect de Mihawk, je trouve que les plans de caméra et tout, au truc de Mihawk, mais aussi dans d'autres relations, je trouve que les plans de caméra, que ce soit dans les combats de Sanji, mais aussi cet aspect de Mihawk, sont hyper bien amenés. On voit l'action, ça suit l'action et tout. Et franchement, bah, c'est une réussite, rien à dire. Et quand je reviens à l'identité du coup des grands corsaires, on a Hermès, le copain du coup de Kobe là, qui bah, vient expliquer ce que c'est les grands corsaires et tout. Et bah, du coup, une fois de plus, ça permet de pas perdre ceux qui ne connaissent pas les grands corsaires et qui ne connaissent pas One Piece. Et franchement, bah, c'est bien réussi cette introduction. On a une double confirmation et on voit direct en fait qui ils sont. Ça permet d'un côté d'avoir du coup l'explication par MS et de notre côté d'avoir l'illustration par bah, comment ça a été, la scène a été amenée et comment a été introduit Mihawk. Bon, maintenant parlons de la relation entre Luffy et Sanji. Cette relation, franchement, bah, je vois pas. Qu'est-ce que je pourrais critiquer? La relation est hyper bien réussie. C'est une relation où, bah, qui permet en gros de montrer le tiraillement de Sanji, le fait que Sanji veut trouver All Blue et veut réaliser ses rêves, et bah, Luffy qui incarne justement la possibilité, le chemin qu'a Sanji pour bah, réaliser ce rêve d'aller découvrir les mers et d'aller découvrir du coup où se trouve All Blue. Donc All Blue, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où sont réunies bah, les différentes mers et où il y a une variété de poissons qu'on ne peut trouver bah, nulle part. Personne sait où est All Blue et c'est le rêve de Sanji. Et je trouve que cette relation entre Sanji et bah, Luffy a été hyper bien amenée. Le fait que Luffy fait la plonge et tout, on a toujours la naïveté de Luffy et du coup le caractère du personnage de Luffy qui est respecté. Et franchement, bah, c'est une réussite. Je crois que je sais pas combien de fois j'ai dit le mot réussite pendant cette review, mais vous allez l'entendre pas mal de fois. Bon, il nous reste 2 points à voir, c'est le fait aussi que Nami, du coup, bah, elle est pas lâché l'équipage. Dans l'œuvre originale, on a une Nami qui va lâcher l'équipage et qui, on voit qui certes était tiraillé avant et du coup comme dans le live action là, mais qui va faire le choix d'abandonner l'équipage pour retourner à son île natale, retourner bah, à sa mission principale parce qu'elle veut pas mettre en danger l'équipage et veut pas s'attacher plus parce qu'elle voit qu'elle commence à s'attacher à l'équipage. Là, on a une Nami qui fait l'autre choix, qui fait le choix de rester avec du coup Usopp, Luffy et Zoro. Et franchement, c'est un choix différent, mais je trouve pas que c'est un choix incohérent. Je trouve que vu comment ça a été amené, vu comment on a, enfin, je veux dire les deux facettes de Nami, d'une Nami qui veut pas s'attacher, mais une Nami qui commence à s'attacher à l'équipage. Franchement, ils l'ont travaillé dans les épisodes précédents, et là, je trouve ça fait cohérent, et franchement, ça coule de source. C'est le mot que je cherchais, ça coule de source, et c'est une très bonne idée. Et est-ce que ils auraient pu faire différemment? Oui. Est-ce que c'était nécessaire de le faire différemment? Pas forcément. Le dernier point que je voulais traiter avec vous, c'est le fait l'introduction du coup de Mihawk au sein du Baratie. Donc Mihawk a été envoyé en mission du coup par Garp pour aller capturer Luffy vivant.
mais le fait qu'il soit introduit au bar, qu'il y ait un peu ce côté festif au Bharati et tout, je trouve que ce côté festif, on l'avait pas dans le manga et bah, c'est une bonne idée. Ça montre, bah, l'ambiance du Bharati qui est un endroit où, bah, on peut se reposer, s'amuser et ainsi de suite et franchement c'est une bonne idée d'avoir l'amener comme ça. Je trouve que ça donne une vibe différente du manga ou de l'animé, mais franchement, c'est une vibe qui est très intéressante et l'introduction du coup bah, de Mio qui vient boire et poser des questions, bah, au sein et du coup, Usopp qui a la langue un peu trop pendue. Franchement, c'est une introduction très bonne, inédite mais très bonne et l'histoire de défi, le fait que Zoro, bah, du coup, veut défier, Mihawk et qu'il le défie par la suite, franchement, c'est une hyper bonne idée parce que ça montre, bah, ça met en avant le fait que, bah, Zoro, oui, il fait partie de l'équipage, mais on est sur un équipage, qui doit suivre ses rêves, absolument et bah, le rêve de Zoro, c'est devenir le meilleur épéiste au monde et quel est le meilleur moyen de devenir le meilleur épéiste au monde? Bah, c'est devenir bah, combattre celui qui est considéré comme le meilleur épéiste du monde. Et ça montre, et Luffy le montre bien, c'est que Luffy certes doit se comporter comme un capitaine et ordonner des choses pour le bien de son équipage, mais Luffy représente du coup le fait de réaliser ses rêves. Le fait d'amener du coup un Luffy qui ne va pas s'interposer avec Zoro alors qu'il y a cette histoire de défi et tout, parce que c'est le rêve de Zoro, et alors que bah, tout le monde lui dit de se comporter comme un chef d'équipage et d'avoir le bien, c'est-à-dire de faire en sorte que son Zoro ne meure pas, oui, mais Luffy incarne en fait le fait de réaliser ses rêves et je trouve que bah, cet esprit a été bien compris, du coup bah, de l'amener de cette façon dans live action, c'était bah, une excellente idée et je pense qu'on ne pouvait pas l'amener mieux et franchement rien à dire, pareil bah, le combat du coup entre Zoro et notre cher Mihawk a été hyper bien réussi. Je vous avoue que bah, Zoro ne dit pas du coup le nom de sa technique, euh, mais moi dans ma tête, vu que c'est ma technique préférée de Zoro, je l'avais dans ma tête. Mais du coup c'est cohérent avec le fait de un que Zoro arrête pas de critiquer en mode pourquoi vous dites vos techniques à voix haute tous dans l'équipage et le deuxième chose c'est aussi le fait que bah, Zoro il a un sabre dans la bouche, il est pas censé parler et mais voilà, ça m'a fait marrer parce que dans ma tête, du coup, j'avais le nom de la technique et je me le répétais. Mais franchement, non, le combat est bien amené. Le fait qu'aussi ils aient mis à la fin de cet épisode, bah, du coup, la promesse de Zoro qui réalisera jusqu'à la fin de One Piece normalement. Après, on n'y est pas encore, mais actuellement, il a pas dérogé à cette règle. Franchement, c'est hyper important, c'est un moment hyper important pour Zoro et pour la suite du coup de l'œuvre et ils l'ont bien respecté. Bon, comme d'habitude, on va passer au point négatif de cet épisode et bah je suis désolé, j'en ai pas trouvé. Le seul point négatif que j'ai eu avec cet épisode, c'est que bah du coup j'ai regardé l'épisode assez tard, les deux fois où je les ai vus, hein, en version du coup française et en version japonaise. Et juste, ça me donnait la dalle. J'avais trop faim, bah, comme d'habitude, hein, mais après c'est le Bharati, il y a de la bouffe et tout. Et c'est juste, ça me donnait trop faim. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé à cet épisode. Franchement, c'était une réussite de A à Z pour moi. Ils ont fait des libertés scénaristiques que franchement, on peut pas reprocher et j'ai rien à reprocher à cet épisode. N'hésitez pas à le dire du coup si vous avez kiffé cet épisode comme moi et si vous avez trouvé des points négatifs bah, selon vous, hein, subjectifs. Pensez à liker cette vidéo et du coup à dire dans les commentaires bah, si vous avez ces points négatifs. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.